Donc bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là et surtout d'avoir entendu les interventions précédentes parce que notamment pour ce qui concerne les médecins, ça a été un plaisir de voir que dans les milieux militants et associatifs, on se bat pour une meilleure reconnaissance des malades et une santé qui ne soit pas justement algorithmique et qui prenne en compte l'humanité de la personne qui est en face. Et de voir que c'est une question qui est partagée aussi, en tout cas une préoccupation pardon, qui est partagée également par les médecins. Ça fait plaisir et c'est encourageant. Alors peut-être que dans mes propos aujourd'hui, je vais enfoncer des portes ouvertes parce que dans l'assistance, certains d'entre vous sont sensibilisés à ces questions. Mais je me dois enfin, je parle de là où je suis et là où je suis, c'est un environnement militant. Alors, où est-ce que j'interviens? Et c'est intéressant, c'est important pour moi de le rappeler. France Asso Santé, c'est un collectif d'associations de malades qui était auparavant le CIS, le collectif interassociatif sur la santé. Mais depuis très récemment, ça date d'une quinzaine de jours, voire un mois, et une des conséquences de la loi de Marisol Touraine sur la santé, on a créé une union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé. Et le nom de cette union d'associations, c'est désormais France Asso Santé. Il me semble que France Parkinson en fait partie, que France Alzheimer également, qu'un certain nombre d'associations de défense des malades atteints d'ASEP également en fait partie. J'interviens sur une ligne d'information juridique qui s'appelle Santé Info Droit, donc qui est la ligne d'information juridique du collectif et qui a pour vocation donc de répondre à toute question juridique en lien avec la santé. Là, vous avez le numéro de téléphone pour tout un chacun qui pourrait être intéressé. Quel est le public visé? C'est les usagers, c'est-à-dire un patient qui rencontre un problème juridique en lien avec la santé, mais également des intervenants sociaux et associatifs, des représentants et des usagers du système de santé ou des professionnels. L'idée étant qu'un patient peut avoir un certain nombre de difficultés au quotidien dans des sujets divers et variés, et il a besoin d'un œil expert ou d'un regard expert et d'informations expertes. Et sur la ligne, vous avez des juristes et des avocats, tous spécialisés en droit de la santé et qui répondent donc gratuitement par téléphone et par mail aux questions qu'on peut être amené à se poser. Quand est-ce qu'on répond? Tous les après-midi de 14h à 18h et le jeudi et le vendredi, non, le mardi et le jeudi jusqu'à 20h. Et par mail, c'est tous les jours sans aucune difficulté. Donc on nous a demandé de parler de l'impact de l'accompagnement juridique sur la santé. J'avais prévu un grand développement, mais je vais être concis et rester dans la ligne de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et même dans la continuité de ce que vient de faire mon collègue qui est intervenu juste avant moi, pour dire, je pense que vous le savez, les questions... Enfin, nous, on est des juristes, on n'est pas médecins. On n'a aucune compétence pour soigner un malade, ni pour travailler comme font les psys aussi sur sa souffrance, la souffrance qu'il ressent. Néanmoins, comme vous le savez également, les problématiques des malades, en tout cas, toutes ces difficultés qu'un malade peut rencontrer dans sa vie quotidienne, toutes ces embûches juridiques qu'il peut rencontrer, peuvent avoir un impact sur sa santé, peuvent aggraver sa santé et même ou bien l'empêcher de se concentrer sur les soins qu'il doit... de se concentrer sur les soins ou de se concentrer sur sa santé en général. Et donc notre rôle à nous, en tant qu'intervenants associatifs et en tant que juristes plus précisément, c'est de lui donner un peu les clés qui vont lui permettre de décoincer ou de dénouer des situations juridiques qui sont problématiques et pour qu'ensuite il puisse se concentrer sur ce qui est le plus important à mon sens, c'est sa vie et la gestion de la maladie. Donc, quelles sont les situations juridiques qu'il peut rencontrer ou qui peuvent poser problème? Je les ai divisées de manière un peu caricaturale en deux catégories. Vous avez les atteintes aux droits fondamentaux, pour moi, qui, vous imaginez très bien, peuvent impacter d'une manière particulière la personne, parce que dès lors qu'on parle d'un droit fondamental, on parle de ce que la personne a de plus essentiel. Donc, dès lors qu'un médecin ou qu'un patient est victime
qu'un médecin se rend coupable ou qu'un patient est victime d'une atteinte à ses droits fondamentaux, ça peut avoir un impact énorme. Quels sont les droits fondamentaux qu'on peut évoquer rapidement? Tout d'abord, je vais parler de l'atteinte à la dignité. Vous savez qu'on est tous, en tant qu'êtres humains, on est censé être des personnes dignes. C'est quelque chose qui est protégé par la loi, par les textes internationaux. Et dès lors qu'on manque, on porte atteinte à la dignité du patient, eh bien, c'est une source de souffrance pour lui. Comment on peut porter atteinte à la dignité du patient? C'est d'une part lorsqu'on ne respecte pas sa volonté, lorsqu'on on prodigue des soins sans au préalable lui avoir demandé son consentement, par exemple, sans l'informer des soins qui vont être prodigués. Vous avez dû entendre parler de tout le débat qu'il y a eu assez récemment sur les touchés vaginaux, pelviens qui ont été réalisés sans l'accord des patients, sans que les professionnels de santé se présentent même auprès des patients. Donc toutes ces situations-là sont problématiques et créent des troubles pour les patients. Et nous, notre rôle en tant qu'association, c'est d'informer donc les patients sur les droits qui sont les leurs. Et dans l'hypothèse où le mal a été fait, j'ai envie de dire, eh bien de l'informer sur les recours qu'il peut mettre en œuvre pour que la personne qui est à l'origine de la faute soit sanctionnée. Et ça, c'est le cas en matière donc d'atteinte à la dignité. On peut prendre d'autres exemples comme les atteintes à la vie privée, la violation du secret médical ou les refus de soins. Peut-être que c'est une problématique que vous rencontrez aussi dans votre activité quotidienne. Des professionnels de santé qui refusent de soigner un patient parce qu'il a l'aide médicale d'État ou parce qu'il a la CMU complémentaire. Eh bien, il y a tout un arsenal juridique qui peut être mis en œuvre, qui peut être utilisé pour que les professionnels de santé, ou en tout cas le fauteur, la personne qui est à l'origine de la faute, excusez-moi, soit sanctionnée. Ça, c'est pour les atteintes aux droits fondamentaux. D'autres types d'atteintes, on a les atteintes, ou plutôt les difficultés économiques, qui elles aussi peuvent être à l'origine de souffrances également. Effectivement, vous voyez très bien qu'un patient qui est en arrêt maladie pendant une longue période ou qui est invalide mais qui ne dispose pas de suffisamment de ressources pour pouvoir vivre sa vie, pour faire face à ses charges quotidiennes, eh bien, ça va aggraver sa situation et ça peut avoir un impact sur sa maladie. Et notre rôle, donc, ça va être là aussi de l'informer sur l'invalidité, par exemple, quelles sont les règles à respecter, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité. La pension d'invalidité, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque un patient, ou en tout cas un assuré social, est arrêté pendant un certain temps, au-delà des 3 ans de maladie pour une personne qui est en ALD, qui est en affection de longue durée, eh bien cette personne-là peut avoir une pension d'invalidité qui va lui permettre de bénéficier d'une certaine de ressources qui vont combler la diminution de son activité professionnelle. Et la caisse d'assurance maladie, par ignorance ou parce que les textes sont compliqués, bien souvent diffuse des informations contradictoires ou erronées aux patients qui, dans ces conditions, n'accèdent pas à cette pension d'invalidité. Et notre rôle, là encore, c'est d'informer le patient, de lui donner toutes les clés pour pouvoir débloquer cette situation-là avec la sécurité sociale. Et un dernier point aussi, une dernière situation où on a beaucoup d'appels de personnes qui ont des maladies neurodégénératives, notamment pour les CEP, c'est l'accès au crédit. Vous imaginez bien que dans notre monde, enfin dans notre société actuelle, accéder à la propriété, c'est quelque chose qui est fondamental, en tout cas qui est important. Et un projet immobilier peut être court-circuité par une pathologie antérieure à la souscription du contrat. Pas parce que les banquiers ne vont pas vouloir prêter, mais ou en tout cas pour des questions de solvabilité, mais parce que les assureurs, eux, ne veulent pas couvrir sur 10, 15 ou 20 ans une personne qui a déjà eu des problèmes de santé. Et dans ce cadre-là, eh bien, il existe une convention, la convention AERAS, qui a pour but de favoriser l'accès à l'assurance pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Et notre rôle, encore une fois, ça a été, en tant qu'association, d'être impliqué dans le dispositif, ou en tout cas dans la mise en œuvre ou dans la création du dispositif, et a posteriori d'informer les patients et de les accompagner dans leurs projets, les informer quant aux courtiers qui pourraient les aider à accéder aux prêts, ou en tout cas sur les recours qu'ils peuvent mettre en œuvre lorsque les assurances refusent de leur prêter, de les couvrir.
Voilà, là ça fait pile 10 minutes, donc je vais m'arrêter là. Mais notre rôle est vraiment celui-là, n'est pas de soigner, on ne peut pas le faire, mais c'est d'accompagner et de limiter autant que faire se peut la souffrance des malades. Merci.